Bonjour la communauté de Star Wars en direct, c'est Aude pour vous guider dans notre boutique. Oh, ce mash-up, il est parfait. Celui-là, c'est un incontournable. This is the way. Il est tout nouveau, tout chaud. Tu vas avoir la classe avec ça. Tous les vêtements sont disponibles dans différentes grandeurs, couleurs et modèles pour hommes, femmes et enfants. Visitez notre boutique et merci de votre soutien. Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars pour cet épisode littérature qui sera consacré au 6e album sorti tout récemment chez Panini Comics, donc 6e album de la série Dr. Aphra. Ici Francis et comme à notre habitude, on retrouve Jean à l'autre bout du continent. Ça va bien, Jean? Coucou, et oui, ben ça va très bien, et toi? Slava. Écoute, une journée en fait toute spéciale aujourd'hui, mais bon, je vais te laisser y aller avec... avant les WhatsApp, on va peut-être mentionner, comme à notre habitude, notre partenaire littérature. Donc, Star Wars Littérature Québec, on vous invite à rejoindre le groupe, à venir discuter littérature, que ce soit des toutes récentes sorties comme on fait ici, mais aussi, c'est ça, votre toute dernière lecture, que vous avez sorti des boulamites ou que, je ne sais pas si c'est une expression en France, sortir des boulamites. Ah non, ça c'est québécois. Expression très québécoise, ça veut dire, je ne sais pas, sortir d'un vieux coffre ou bref, les boulamites, je ne sais pas si tu sais c'est quoi non plus. Si, mais... ça, je sais ce que c'est, on en a aussi. Ouais, mais l'expression. Les moufettes. Voilà. On vous invite à rejoindre le groupe, venir discuter soit de vos dernières lectures ou de ce qui s'en vient aussi. Chaque fois qu'il y a une annonce, dans le fond, peu importe ça vient de quel site de nouvelles, ben, c'est repartagé là-dessus. Fait que c'est quand même une belle façon de se tenir au courant de ce qui s'en vient là, en littérature Star Wars. Petit WhatsApp rapide, Jean? Oui, c'est pour ça que je suis allé vite niveau présentation, là, parce que j'avais un petit WhatsApp un peu plus lourd que d'habitude, on va dire. Un peu de comics, un peu d'écran, vite fait. Alors, l'écran, ça va pas être Bad Batch, parce que j'ai regardé l'épisode 1 et ça m'a saoulé direct. Je vais pas être de mauvaise langue, mais j'ai vraiment pas aimé le premier épisode de Bad Batch. Ça je te suggère quand même peut-être de te rendre je sais pas, mais peut-être le 3e. Ouais. Parce qu'il faut avouer que le premier est vraiment très, très, très mollo et ça prend son temps. Là, donc, on n'a pas accroché du tout. C'est pas représentatif nécessairement de la suite. Voilà. Non, sinon, comics, ça y est, on est enfin à jour. Je sais pas si c'est aussi ton cas, Francis, mais tu as des périodes où tu sais, on est un peu fatigué de lecture Star Wars, donc on laisse un peu tomber, ça s'accumule, et puis après, t'en as tellement que tu dis, allez, j'attaque, et puis tu te les fais tous d'un coup jusqu'à rattraper le retard. Et là, c'est le cas. C'est exactement ce que je fais aussi. Ces temps-ci, en fait, je me tiens trop à jour, donc ça me désole. J'ai environ un numéro à lire par semaine, donc c'est trop peu. C'est ça, oui, pareil. Moi, quand je m'installe, c'est pour lire au moins 3-4 comics, là, donc ouais. C'est vrai, ben voilà, moi je suis à jour au niveau comics. Comme tu dis, moi cette semaine j'ai lu que le dernier numéro de Star Wars, en plus il n'y en avait qu'un cette semaine qui est sorti, donc ça a été très très rapide, mais c'est pas plus mal de temps en temps de faire une petite pause. Là en tout cas, on a terminé la série Aphra, dont on va parler du tome 6, donc l'avant-dernier tome ce soir, mais qui en VO est terminé. Donc c'est une série terminée et dont je suis vraiment désolé, je vais faire mes excuses là en direct maintenant. Désolé Francis de t'avoir spoilé la fin de ce numéro dans notre chat privé. Voilà, donc je m'en excuse. Non, c'était vraiment pas mon intention. Et, non, mais c'est moi qui avais des espoirs trop grands. Ouais, mais je pensais vraiment pas que tu avais pensé ça. On va pas spoiler les auditeurs et auditrices. Hein, mais, on va essayer de ne pas le faire pour tout le monde, ce que tu as fait pour moi. Là, mais... Voilà, on le dira peut-être pour le top 7. Ça sera une petite anecdote rigolote. Mais bon, j'espère que tu as même apprécié la lecture du dernier numéro, donc 40. De fin en janvier de Aphra. Ouais, c'est ça. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle, c'est que la série Bounty Hunters et la série Aphra ont terminé là, récemment. Donc, c'était vraiment les derniers numéros en comics en original anglais. Fait que là, il nous reste la série Vader, la série Star Wars, et bon, il y a les 2 séries de la Haute République, là, on va dire adultes et jeunesse. Là. C'est une période de la littérature Star Wars,
où il y a le moins de publications niveau comics, là, tu sais, par moment, on se plaignait du fait qu'il y avait trop. Oui, Ça va, ben, tant mieux, en fait, s'il y a une petite pause tant mieux. quand même, mais il ne faut pas non plus oublier qu'il y a l'adaptation du deuxième Tron, Tron Alliance, qui a commencé. Il y a Il y a plein de petites... l'atroce série Mace Windu qui a commencé. Ah ouais. Fait que, Il y a plein de petites mini-séries, mais il y c'est ça. en a pas des masses non plus, hein. Tu vois, il y a Mace Windu, c'est qu'en 4, Throne, c'est qu'en 4. Ça, ouais. On a Ah pas ouais, trop non juste en plus. 4, je pensais que c'était en 6, la Tron. Ah, je sais D'accord. plus, mais peut-être. Enfin, en tout cas, c'est une mini-série. Et derrière, en fait, oui, je t'ai spoilé Afra, mais tu t'étais pas fait spoiler Afra en lisant le Révélation, parce que j'ai lu aussi le numéro spécial du crossover Révélation 2023, parce qu'il y avait eu un Révélation en 2022 Ouais. aussi qui n'a rien à voir. Aussi qui Ouais, a il se nommé. passe après. Je pensais que. Ouais, ça spoil un petit peu. Ça spoil Ouais, ça, un petit peu la fin c'était en d'Afra. décembre, hein, Révélation. Fait que Oui, je suis c'est sûr, ça. mais ouais, je l'ai lu. Mais bon, j'avais peut-être un petit espoir que ça se passe après. Là. Ouais. En tout cas, Révélation, bon, tu vois, j'ai déjà oublié de quoi ça parlait, c'est pas Ouais, c'est le défaut inoubliable. de ces numéros-là multiples. Ouais. Et le petit mensonge du numéro de Révélation qui a Throne sur la couverture, alors qu'il y a zéro mention de Throne dans ce numéro-là. Enfin, il n'y a pas du tout la présence de Throne dans ce numéro-là. Et voilà, bon, et je vais finir le WhatsApp avec l'écran, pas vraiment du Star Wars, mais un peu quand même. Tu l'as vu dans notre chat privé, j'en avais parlé vite fait, parce qu'évidemment, tout le monde a les yeux tournés vers Dune 2, là, qui sort bientôt au cinéma, ou qui est sorti en France d'ailleurs. Ouais, évidemment, les Français ont toujours tout à l'avance. Là. Ici au Québec, ouais. dans 4 jours, donc vendredi. Voilà, vendredi. Nous ici aussi, pareil, vendredi, du Québécois Denis Villeneuve. Mais On je vais pas aurait parler pu de ça. croire que vu que la moitié de l'équipe du film est québécoise, on avait une petite primeur, mais non. Ouais, même pas. En tout cas, non, moi j'ai vu le film The Creator. Alors le Creator, ça date de septembre 2023, donc c'est Oui, un par Gareth vieux film. Edwards. Voilà, par Gareth Edwards, le réalisateur de Rogue One, évidemment, et des excellents. Moi, j'ai adoré son Monsters, et mon film préféré, c'est Godzilla de ce réal-là. Exact. Ouais, le premier, là, ouais, ça avait été une. Ben, je pense que c'est ça qui l'avait révélé beaucoup. Là. Oui, Monster. Le Godzilla, ouais, je sais que tu avais l'air de bien avoir aimé Créateur, mais aussi, ça a été une agréable surprise. Là, ouais. Bon, il y a ma blonde qui n'a pas pu s'empêcher de pleurer là, parce que c'est une histoire avec une petite, avec un enfant. Hein, donc, je sais pas, c'est difficile un peu pour le cœur tendre de ma chérie. Mais au-delà de ça, ouais, une belle suggestion. Ouais, d'ailleurs, Gareth Edwards qui devrait réaliser, là, ça se joue en ce moment, là. Ça se discute, le prochain Jurassic World, décidément, ils veulent pas lâcher cette licence, quoi, c'est fou. Donc ça serait peut-être lui, le prochain réal. Ça serait mieux que Trevorrow, hein, tu me diras. Ça peut pas être pire que Trevorrow. Ouais, effectivement, ça dépend toujours le sens que prennent les franchises. Mais en tout cas, ouais, The Creator, comme tu disais, pareil, niveau émotion, c'était ouf. Surtout le fait que la petite fille, alors elle joue super bien. La petite fille, et c'est son premier rôle. Hein. Elle n'a jamais fait de film avant celui-là. Et je trouve qu'elle est mais d'une justesse hallucinante. Alors peut-être que Gareth Edwards, il est aussi peut-être très très bon directeur d'acteur. En tout cas, sur elle, parfait. La nana est super, la gamine est magnifique. Ouais, les jeux d'acteurs, toutes. Vraiment, j'ai pas repéré des mauvais effets spéciaux, quoi que ce soit. C'était vraiment nickel. Oui. Le scénario aussi, c'était bien. Non, le scénario était pas mal. Quelques grosses ficelles, quand même, quelques raccourcis et tout. Mais moi, ce que j'ai adoré dans ce film-là, déjà, niveau visuel, il est magnifique. Enfin, les effets spéciaux, tu l'as dit, il est nommé aux Oscars de cette année. C'est 80 millions de dollars. C'est que dalle quand tu compares. Ouais, comparé à un Avenger ou un Marvel, comme ça, où les Marvel ont des effets spéciaux dégueulasses. Mais là, les effets spéciaux sont magnifiques. Les plans, il a utilisé une espèce de caméra plan large où tu as des magnifiques plans. Ça se passe beaucoup en Asie. Du coup, c'est une Asie ouais, SF. dans les rivières, tout ça. Ah ouais, c'est superbe. Moi, j'ai juste un petit bémol, c'est le rôle principal. Donc, c'est John David Washington, c'est le fils de Denzel. Et c'est fou. Hein. J'aime beaucoup cet acteur-là. Il a un charisme évident, mais je l'ai vu dans 4 films. Et dans les 4 films, dont Tenet, il était bon dans Tenet, tu vois, ou même dans le Black Landsman de Spike Lee. Et je trouve qu'à chaque fois, il manque quelque chose chez lui. Et justement, les émotions, elles passent pas par lui, elles passent par les personnages qu'il a autour. Et tu vois, là, à la fin, tu as une scène émotion entre la petite fille et lui. Et lui, il essaye de jouer une émotion, mais c'était ridicule, quoi. Alors que la petite, elle jouait trop bien. Ouais. Alors que lui, c'est un acteur plus
confirmé. dans les autres films, disons que dans Tenet, le scénario se prêtait pas non plus, mais Ouais, bref, là, on est parti Ouais, sur pardon. complètement autre chose. En plus, on n'est même pas dans une émission sur les films. Non, désolé. Non, mais c'était Les pour la comics. petite mention du réal Ouais. de Rogue One. Mais ceux qui l'auraient pas vu, effectivement, on vous suggère. Je Ouais. crois que c'est disponible sur Disney+. Hein. Celui-là, c'est un film de la Fox, D'accord. je crois. D'accord. À moins que ce soit un film directement de Disney, mais il me semble que non. Voilà. Excellent. Écoute, c'est ça, journée surprise aujourd'hui. Une belle surprise. Là, le Père Noël est passé. Ceux qui nous écoutent religieusement se souviendront peut-être qu'il y a quelques semaines, j'avais reçu cette belle surprise, le Funko Pop du Capitaine Rex. Donc, je ne reviendrai pas dessus, mais bref, ça fait très longtemps que j'attendais qu'ils en sortent un avec son casque, hein, parce que le seul qui était disponible, c'est celui en camisole blanche de la série Rebels, là, pas de casque. Et voilà, Tipa, qu'aujourd'hui, hein, ceux qui suivent aussi Star Wars Geeks Québec l'auront peut-être vu passer, mais en primeur, grâce à notre partenaire Kaya. Je dis grâce, mais je l'ai acheté, là, faut pas. C'est pas un pot de vin, là. Mais voilà, ceux qui ne voient pas à l'écran, c'est le casque Hasbro Black Series du Capitaine Rex. Donc, personnellement, c'est celui que je voulais depuis toujours. T'sais, évidemment, il y a Capitaine Cody et d'autres clones avec des casques un peu spéciaux. Mais celui-ci, ça fait longtemps que je l'attendais et ceux qui voient à l'écran, là, vous pouvez voir au niveau de la qualité, ils ont été généreux quand même sur l'usure, la fausse usure, les fameuses marques là, qu'on ne sait pas trop ça représente quoi. Quelque chose que Rex a détruit ou abattu. Et entre autres, les fausses soudures qui sont de bien meilleure qualité que ce que je m'attendais. Ils sont vraiment toutes texturées. Là. Ceux qui ne se souviennent pas, hein, c'est que le casque de Rex, c'est un montage soudé là, de pièces de la phase 1, phase 2, tout ça. Fait que voilà. Casque de Capitaine Rex, ça fait des années que j'attendais qu'il sorte. Une belle surprise aujourd'hui. Et voilà. Le mettre, voilà. Je voulais savoir si tu allais le mettre. Alors là, Francis. Voilà, on fait le reste de l'émission avec une voix de bonhomme carnaval. Et ouais, pourquoi pas? On t'entend bien. Hein? Salut bonhomme. Mais je n'ai pas encore testé. Il y a le mode là, qui modifie la voix, mais c'est ça. Moi, les cossins électroniques, c'est pas pour ça que j'achète les casques. Tu sais. Est-ce que le machin, il descend là sur le côté? Oui, l'espèce d'antenne, là, puis bon, ça fait des petites lumières. Là, c'est pas honnêtement, que ce soit lui ou tous les autres Mandaloriens qui ont ça, là, Boba Fett et compagnie, je vois vraiment pas comment ça pourrait t'aider à viser dans une arme ou quoi que ce soit. À la limite, servir de jumelle, là, mais bon, voilà. Est-ce que c'est ton clone trooper préféré, Rex? Oui, moi, c'est puis probablement un des personnages de Star Wars préférés. Moi, vraiment, c'est probablement un des personnages auxquels je m'identifie le plus. Donc, en termes de caractère, tout ça, le sens du devoir, etc., l'honneur et compagnie, bon, bref, c'est ça. Je suis un ancien militaire aussi, là, fait que c'est ça. Puis tu le sais, je suis moins force, Jedi, épée laser, tout ça. Beaucoup plus ce qui est militaire et compagnie. Fait que voilà, c'est vraiment... dans mes personnages fétiches et que j'ai bien hâte de voir au grand écran un jour ou l'autre. Je sais que, on l'a entrevu dans la série Ahsoka, là, de loin, il n'y avait aucun dialogue, là, mais bon, j'ai hâte qu'on le voit pour de vrai là, en action. Fait que voilà, côté WhatsApp, ça va être un petit peu plus long que d'habitude. Si je te demandais, Jean, on avait quoi pour les auditeurs côté Star Wars en direct récent? Ah ben récemment, on a du lourd, mon ami. Donc là, récemment, le dernier épisode de sortie, c'est l'épisode Star Wars en direct musique. Vous l'avez déjà sûrement écouté d'ailleurs, mais c'est un épisode très très particulier. On vous invite vraiment, si vous ne l'avez pas fait, à l'écouter, parce que c'est une première pour Star Wars en direct, et pour Star Wars en direct musique, évidemment. Donc c'est une espèce de... Une grosse production. Voilà, une grosse production. C'est tout ce qu'on va dire. Allez le découvrir, c'est super. Ensuite, nous avons les critiques de la série Bad Batch, donc les épisodes 1 à 3, qui sont sortis là, et qui ont été critiqués par, c'était Danny et Sébastien. Ah oui, je ne les ai pas mentionnés, mais pour l'épisode musique, donc c'est toujours la team musique, c'est Fred et Odd qui s'en occupaient. Et là, donc pour l'épisode série, donc c'était Danny et Sébastien qui offraient leur critique sur les épisodes 1 et 3. Et littérature, le dernier, c'était la critique du comics Bounty Hunters, tome 6, toi et moi, comme d'habitude. Donc c'était ça, notre dernière critique comics. Voilà. Exact, volume 6. Donc, et aujourd'hui, on est là pour le volume 6 de Afra. En attendant le volume 6 de Star Wars, qui va sortir en mars. Donc, écoute, on va passer en hyperespace et puis on attaque le sujet principal au retour. Allez, on est parti. Oh crap!
Prepare to jump into hyperspace on my mark. All right, stand by. De retour de l'hyperespace. Donc, comme je disais en introduction, on est là pour parler du tome 6 de Dr. Aphra, dont vous voyez la couverture à l'écran, donc ça peut vous aider à le trouver en librairie. En plus, encore plus la série Aphra que les autres, j'ai l'impression que les gens sont tout fourrés, tout mélangés sur c'est quoi la première série de 2016 puis la deuxième, parce que là, en librairie, tu as encore les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6 de la première série. Et il n'y a pas grand-chose il n'y a rien qui l'identifie vraiment, là, à part peut-être en tout petit caractère à l'arrière, ça va être écrit là, que c'est la série de 2020 au lieu de celle de 2016, mais en tout cas... Ils auraient dû faire un sous-titre, mettre un sous-titre. Un petit quelque chose, là, bref. Je montrais à l'écran là, la version Panini, donc en français, et la version... voyons comment on dit, TPB. Marvel. TPB, ouais, du côté de chez Marvel en version originale. Pour rappel, pour les Québécois, là, même si les romans ne sont pas disponibles au Québec, les BD le sont. Donc, les albums de Panini là, sont disponibles dans les librairies. Par contre, il faut avouer, tant qu'on parlait de Aphra, je veux mentionner le fait qu'ils sont beaucoup plus difficiles à trouver que les autres séries. Donc, par exemple, je n'ai pas encore mon numéro 5. Ah oui, c'est bizarre. Donc, ça donne une idée. Tu sais, j'ai les autres, j'ai Vador numéro 6, etc. Mais je n'ai pas encore réussi à mettre la main sur le Aphra numéro 5. Donc, peut-être que c'est ça, les tirages sont, peut-être qu'ils en commandent un petit peu moins. Bref. Ça, t'as les 4 premiers, par contre, Oui, oui. Mais c'est ça, c'est comme tout le temps le dernier là, que je réussis à mettre la main dessus. Côté spec, dans le fond, on reste avec, on ne peut pas leur reprocher là, de trop changer. On reste quand même avec la même scénariste, là, donc Alyssa Wong, qui est là depuis le début, depuis le numéro 1. Au dessin, on a Min-Kyu Jung, qui était aussi, si je ne me trompe pas, là, ou en tout cas qui est là depuis plusieurs numéros, qui fait équipe aussi avec Natasha Bustos. Et aux couleurs, on a Rachel Rosenberg, qui s'est rendu une habituée là, qu'on voit dans beaucoup de séries. Et côté couverture, on a Scott Forbes, Emma Lupacina et Jesus Abustov et Raquel Stott. Bref, j'ai sûrement très, très mal prononcé les derniers noms. Mais c'est pas grave, je l'assume. Écoute, ça, de toute façon, on va en parler des styles de chacun, des différences de dessin. Là, on va vous montrer au niveau graphique. Oui, on en parlera. Puis, comme je disais, c'est ça, c'est le numéro 6. Ça comprend les comics numéro 26 à 31. Pour un 19 €. La chronologie, on est en parallèle des autres séries régulières, donc entre l'Empire contre-attaque et le Retour du Jedi. Sorti, comme je disais tout à l'heure, en France le 21 février. Fait qu'avant que ça traverse l'Atlantique, soyez patients là, pour le Québec. Mais en France, c'est déjà disponible. Donc, mon cher Jean, en une phrase, disons, là, ta satisfaction de l'album? Écoute, tu me connais, moi je suis un fan zouze de Aphra. Donc, j'ai évidemment adoré ce tome, sans surprise. Adoré, ok, rien de moi. Ouais. Moi, écoute, je dirais, parce que j'ai l'impression qu'il faudrait le comparer avec le reste de la série, Aphra. Fait qu'effectivement, comme tu dis, soit t'aimes pas le personnage. Puis au-delà du personnage, il y a les aventures, les péripéties qu'elle vit. Moi, c'est ça, je préférais beaucoup la première série de 2016. Et au début, elle est apparue dans Vador, là, avant d'avoir sa série, que la série de 2020. Fait que je dirais que c'est, pour résumer, c'est à la hauteur de cette série-là de 2020. Donc, je vais attendre, j'en dirai plus là, en pareil. C'est pour ça que j'ai rien dit là, j'ai envie de bien... on va garder un petit... T'inquiète pas. Par contre, si, rapidement, Jean, si on peut préciser, comme on l'avait fait pour Bounty Hunters, là, c'est si vous voulez écouter les émissions sur les tomes 3 à 5, ne cherchez pas, ils n'existent pas. Parce que, comme pour Bounty Hunters et Vador et Star Wars, tout ça, quoi, vous étiez arrêté avec... je faisais partie de l'équipe, c'était pour le tome 2 à l'époque, je crois que c'est mon première émission comics. Ouais, tu m'avais invité pour les romans, mais en comics avec Loïc et toi, en 2021, donc ça remonte. C'est le tome 2, le dernier qui a été critiqué vraiment en TPB en 100%. Et après, ça a été toutes ces crossovers. Les événements.
événements, Ouais. donc War of the Bounty. Ouais, c'est ça, là, pour rappel, hein, à partir de la guerre les événements de la guerre des chasseurs de primes, on a basculé sur les albums événements, là, comme Panini les appelle. Mais on pensait qu'il y en aurait juste un au départ. Après ça, il avait fait une annonce, il y en avait comme 3. Là, finalement, on est rendu au 4e événement de suite. Là. Maintenant, ça s'appelle Dark Droid. Fait que là, on a décidé de les envoyer promener un peu et de revenir aux albums 100%. Là. Donc, vraiment les albums de chaque série. Parce que les albums événements, tu peux adorer un des numéros dedans, le suivant, tu le détestes. Tu sais, c'est ça, c'est à chaque numéro, à chaque issue, tu te retrouves à changer de scénariste, de dessinateur, de tout. Fait que non, c'est ça. Moi, je suis vraiment, vraiment pas fan. On aurait dû basculer avant. On n'aurait même pas dû se rendre à Eden Empire. C'est clair, c'est clair. Ben oui, après, c'est vrai que nous, on n'a pas trop. On préfère la lecture en 100%, mais il y a des membres, par exemple, de notre Discord, dont c'était Exarchon, qui lui apprécie bien la lecture de ces numéros événements. Dans Donc, l'ordre, ça dépend des goûts, je pense. Ouais, parce qu'il faut dire, en version événement, c'est un peu l'ordre de sortie naturel là, en comics, là, en single issue. Donc, bon, c'est ça. Chacun ses préférences. Bref, aujourd'hui, on a rebasculé sur les 100%. Fait que Jean, si je te demandais de nous résumer rapidement qu'est-ce qui se passe dans cet album-là. Ben, déjà, on va un peu rappeler, je ne vais pas résumer le tome 5, hein, mais juste dire que le tome 5 introduisait le Spark éternel. Donc ça, c'est une entité, une espèce d'intelligence artificielle même, qu'un ancien guerrier d'un culte appelé Ascendant a créé et qu'il voulait utiliser à l'époque pour combattre les Sith, à une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de Sith. Donc ça, c'était dans le tome 5. Et le tome 6 reprend cette intrigue-là et va la conclure un petit peu, entre guillemets, quoi. Le tome 7, lui, ça sera plus dédié à l'événement, au 4e événement dont tu mentionnais, le Dark Droids. Voilà. Donc là, non, on est encore en plein Hidden Empire, en gros. La série, est comme toutes les autres d'ailleurs, elles prennent un peu de distance avec cet événement Hidden Empire, qui est un des trois, enfin le 3e crossover avec Kira, mais dont les séries Star Wars, Dark Vador et Bounty Hunters et Aphra prennent un peu plus de distance. Donc c'est un peu moins lié à Kira et tout ça. Ouais, n'empêche, probablement que c'est le Bounty Hunters qui était le plus éloigné, je dirais. Celui d'Aphra, on va voir tantôt, mais on vit quand même des moments qu'on a eu en parallèle dans l'album de Hidden Empire. Ouais, voilà, on verra ça. C'est plus en background, je voulais dire. Tu vois, Christian Dan est toujours présent, mais c'est un peu plus en background, mais bon, bref. En tout cas, c'est pas le cœur de l'intrigue, là, du tout. Ouais, là, on reste plus, enfin, on revient déjà plus sur les relations entre Aphra, Sana et Domina Tag, justement, de la Tag Corporation, qui est un personnage qui a été créé donc, par Alyssa Wong, l'autrice, dès le numéro 1 de cette 2e série d'Aphra. Donc. Et en fait, c'est vraiment un arc qui durera du 1er au 40e numéro, quoi. Donc, la relation Aphra-Domina, tout ça, quoi. Donc, en gros, Aphra se trouvait possédée par le Spark éternel, donc, et alors que Aphra était prisonnière de son propre corps, la team de Sana Staros, donc la team de Sana Staros est composée de, donc t'as Sana évidemment, t'as Corinne Aphra qui est le père de Aphra, donc t'as Magna Tolvan qui est l'ex-girlfriend d'Aphra qu'on avait vu dans la première série d'Aphra, qui est une ex-impériale ayant rejoint la rébellion, et t'as 3 autres amis que je vais même pas nommer parce que c'est des amis de Aphra au temps où elles étaient étudiantes à l'université d'archéologie, dont Cofonfarus, voilà, il y a Cofonfarus qui est un peu plus important que les autres, on va dire, qu'on a vu aussi dans Hidden Empire. Donc toute cette team-là avait demandé de l'aide aux 2 anciens droïdes de Aphra, donc BT-1 et 000, de l'aider à combattre le Sparks, justement. Et la team Staros était aussi commanditée par Dominatag, donc pour lui ramener le Spark et Aphra. Donc voilà, on était un peu là. Donc on commence le tome. Ah pardon, je te laisse. Je disais c'est un petit contrat. C'est un mandat quand même un peu difficile à livrer. C'est ça. Voilà. Donc on commence donc le tome avec la team de Sana qui est battue face à une Aphra Spark très puissante dans le Vermillon, dans le vaisseau de Kira. Donc vous voyez, on est encore un petit peu avec les bails de Kira. Aphra est quant à elle piégée donc à l'intérieur du Spark. Là, elle va y rencontrer Myril. Donc c'est le fameux leader des Ascendants, de cette secte-là, de ce culte des Ascendants. Magna Tolvan va essayer donc d'utiliser, elle a aussi des électro-tattoos un peu comme Aphra est là aussi sur son bras pour hacker la Aphra Spark, tu vois, et de ce fait elle va rejoindre temporairement la vraie Aphra dans son corps. C'est un peu chelou là, il y a un peu des bails voilà, mais bon, elle va y être extraite assez rapidement, hein, le Spark va l'éjecter assez rapidement, et ensuite tu as BT1 et 000
qui vont arriver pour aider la Team Sana et extraire le Spark du corps d'Aphra, mais celui-ci, le Spark, donc, va arriver à hacker les deux droïdes à l'aide de la Null Blade, qui est une espèce d'épée magique créée à l'époque par Myril, justement, pour combattre les Sith, donc une espèce d'épée magique qui résiste au lightsaber, tout ça. Manque de bol, BT-1 et 000 retournent leur veste et alors qu'elles étaient alliées à la Team Sana, là, se retrouvent avec la Team Spark, quoi. Voilà, manque de bol. Et si on se rappelle de BT-1 et 000, c'est des droïdes qui sont assez, assez violents. Voilà. Non, vaut mieux pas les avoir, vaut mieux les avoir dans son camp, exactement. Donc, au final, Spark Aphra arrive à s'échapper avec les vaisseaux, avec les droïdes, en vaisseau. Et alors que la Team Sana part à leur poursuite, là, le Spark va faire exploser leur vaisseau en plein espace. Tu vois. Il a foutu une bombe et puis bam, le vaisseau de Sana avec toute la team explose dans l'espace. Comment il s'appelait déjà, le Cobra quelque chose? Très bonne question. J'ai pas le nom en tête. C'est pas important, mais bref, c'est le vaisseau que Sana a depuis. On l'avait découvert. Quand on a découvert Sanastara, ça débarquait de ce vaisseau-là là, en 2015, quelque chose comme ça. Là. Donc, ça fait un certain temps. Ah, c'était le même vaisseau, tu vois, mais je savais pas. C'est son vaisseau. C'était quand même un peu un parallèle aussi du Faucon. Là. C'était un corélien grec, T, je sais plus quoi. Là. Ah, du coup, c'est dommage, ils mettent pas l'accent sur la perte de son vaisseau dans ce tome-là. Non, on passe rapidement à autre chose. Ouais. C'est un peu dommage. En tout cas, le temps qui flotte dans l'espace, dans l'espèce de carcasse de vaisseau, il y a l'autre vaisseau de Ariol et Lucky qui arrive juste à temps pour sauver tout le monde. Hein. Tout le groupe est soigné donc, sur Canto Bight chez Ronen Tag. Donc Ronen, c'est le neveu de Domina Tag. Et Ronen, qui était censé être mort aussi dès le tome 1 de Aphra, dans le numéro avec Surge, si je me rappelle bien, il se faisait buter, mais il revenait. Enfin bref, c'était un peu le bazar lui aussi. Ronen, qui, lui, utilise son influence et le fait qui leur a toutes sauvé la vie, en fait, pour les embaucher et pour qu'elle récupère Aphra et le Spark pour lui, en fait. Parce que Ronen et sa tante Domina, ils sont un peu en froid, tu vois, ils se foutent un peu sur la gueule, ils sont en concurrence, et Ronen aimerait bien devenir le boss de la corporation Tag à la place de sa tante. Voilà. Lui, c'est son but à lui. Et quand Ronen avoue être de mèche avec Crimson Dawn, Sana accepte direct de bosser pour lui, et même de tuer sa tante Domina pour lui. Donc là, revirement encore de situation. La Team Sana va bosser pour Ronen qui bosse pour Crimson Dawn, quoi. Aphra, de son côté, arrive à hacker le Spark de l'intérieur grâce à un virus qu'elle avait mis dans ses droïdes BT-1 et 000. Elle arrive à reprendre le contrôle de son corps. Elle fait un deal avec lui. Et voilà, elle arrive à émerger et puis à avoir se trouver un petit peu, retrouver un petit peu ses esprits, voir un petit peu ce qui s'est passé pendant que c'était le Spark qui contrôlait son corps. Et on l'a pas mentionné non plus, mais il y a Kofon Farus, donc qui était dans le groupe auparavant, là, a quitté entre-temps le groupe pour aller rejoindre l'archiviste Ekira. Tout ça, c'est une partie de l'histoire avec Kofon Farus qui se passe dans Hidden Empire. Voilà, il va construire la ferme à Cage et tout ça. Voilà. Ensuite, la Team Sana arrive donc dans l'espace Tag, et là, c'est le bordel. Le numéro commence, bataille spatiale entre Crimson Dawn et Domina, donc la flotte de Domina. Bataille spatiale très cool. La Team Sana doit rejoindre l'Acquisitor. Là, tu vois, j'ai noté le nom du vaisseau de Domina Tag, c'est l'Acquisitor. Domina, elle est aidée, elle, du clan des Bush, qui doivent se défendre contre les armées de Crimson Dawn infiltrées dans son vaisseau. La Team Sana finit par rencontrer la Team Domina et les Bush. La petite baston, sympa aussi. Et là, bam, Ronen Tag arrive et interrompt le combat, annonçant fièrement, voilà, il a pris la possession du vaisseau de sa tante, il est content, tout ça. Et alors qu'il est à 2 doigts d'exploser le crâne de Domina, la Tag, alors c'est rigolo, la Tag, c'est qui? C'est la secrétaire, qui est aussi la cousine de Domina, qui est toujours derrière Domina avec son carnet en train de noter des trucs. On neutralise Ronen et ses troupes, et cela permet à Domina d'achever Ronen. Donc là, techniquement, il est mort, quoi. Donc elle bute son neveu. Donc ça, c'est fait. Et voilà, et tout est bien qui finit bien. Donc la Team Sana retrouve Kofon Farus, qui lui est au courant où on peut trouver Aphra et le Spark. Donc voilà. Ensuite, on a Aphra et le Spark et les deux droïdes qui, eux, se rendent donc, dans un temple Ascendant. Donc là, c'est un numéro très axé flashback, on le verra. Hein. C'est un peu plus sur le passé du Spark, du temps où Myril et l'Ascendant étaient encore en vie, quoi. Comment les Sith les ont retrouvés, les ont massacrés, tout ça. Bref, tout ça a été un stratagème du Spark, en fait, pour récupérer une deuxième partie de lui qui était dans un cadavre, dans ce temple-là. Et voilà, une fois récupéré, le Spark atteint sa pleine puissance, consume totalement Aphra et se dirige vers la Maxine Station, où Kira a prévu de neutraliser Palpatine et Dark Vador, parce qu'en effet, le but ultime du Spark,
comme il était créé pour combattre les Sith, ben, c'est qu'il recherche à détruire les Sith. Et là, les Sith qui sont là à cette époque-là, c'est Vador et Palpatine. Donc, il va se rendre là où se trouvent Vador et Palpatine, sur cette Amaxine Station. Ensuite, il y a Aphra, donc qui va se battre en duel. Donc la Aphra Sparks, pardon, encore une fois, qui va se battre en duel contre Dark Vador. Donc là, une scène qu'on avait aussi vue vite fait dans Hidden Empire, mais là, le duel est beaucoup plus détaillé dans ce tome-là. Donc, très très cool. Vador est évidemment trop puissant pour Aphra, même le Aphra Spark. Donc lui, d'un simple force push de malade, il va neutraliser le Spark et va libérer Aphra de son emprise. Et alors que Vador est distrait par la Fermata Cage, ben Aphra va s'en profiter pour s'enfuir. Le Spark, lui, va essayer de la rattraper, va la reposséder, mais grâce à l'aide de ses amis qui sont arrivés entre-temps, dont Sana surtout, Sana va la transpercer avec la Null Blade, va transpercer le corps d'Aphra, et ça va expulser encore une fois le Spark de Aphra, et Aphra est sauvée, avec un gros trou dans le bide quand même. Et le Spark, est-ce qu'on le voit dans ce tome-là? Le Spark va intégrer une espèce de mini-droïde, une espèce de petite araignée droïde là, pendant. Donc le Spark n'est pas encore neutralisé à 100%, mais il est caché. On le voit dans celui-là, on le voyait très clairement dans le Hidden Empire. Voilà, donc c'est plus dans Hidden Empire. Un petit doute, là, tu me fais douter, j'aurais dit que oui, ouais, mais... Je sais plus. En tout cas, le Spark est encore vivant, et on verra ça dans les tomes suivants, ce qu'il en devient de lui. En tout cas, Aphra, elle, se remet de ses blessures. Elle retrouve le groupe et va se faire retrouve le groupe, pardon, et va faire sa Aphra totalement égoïste et totalement ingrate. On envoie chier chacun du groupe de la Team Sana qui est venu quand même l'aider, quoi. Elle, rien à foutre, sans même un merci, rien, elle les envoie chier. Évidemment, Magna, donc l'ex-girlfriend, est en colère, donc elle se barre. C'est un peu un numéro drama, c'est le dernier numéro du tome. Ouais. Donc Magna, elle se barre, vraiment énervée par l'ingratitude de Aphra. Petite explication tête-à-tête entre les deux ex-girlfriends, là. Tolvan se barre et rejoint la rébellion, enfin retourne à la rébellion. Aphra va retrouver Sana, et après un petit bisou d'adieu, elles vont une fois de plus se séparer. Sana va, elle, continuer ses aventures dans sa série Sana Staros, dont on a critiqué le tome il y a quelques mois, et qui reprend exactement après les séparations avec Aphra, quoi. Donc le tome de Staros, il suit ce tome-là. Et Aphra qui va, dans la dernière page, kidnapper Luke Skywalker, rien que ça, pour de nouvelles aventures que ça, nous suivrons dans le tome suivant, le tome 7. Donc voilà, ça finit comme ça. Ouais, effectivement, une ouverture. En fait, ça rappelle, c'est pas la première fois qu'elle capture Luke. Non, dans le fond, c'était déjà arrivé aussi dans la série de 2016, là, puis il y avait eu un crossover, là, comment ça s'appelait? Ils travaillaient ensemble. Là, Crimson Citadel. Ouais, la Citadelle Hurlante. C'était quand même très cool. Fait que c'est ça. Il y a un petit côté clin d'œil dans ces deux dernières pages. Écoute, par où commencer? Vu que tu viens d'en faire le résumé, on va peut-être commencer par le scénario. Effectivement, tu as raison. On s'éloigne de tout l'aspect Crimson's Down puis tout ça, et Hidden Empire et compagnie, à part les événements sur la station Amaxine. Mais au-delà de ça, on retrouve la fameuse intrigue avec le Spark éternel. Ouais. D'ailleurs, je me souviens même plus, ils l'ont traduit comment là, du côté de chez Panini, mais l'étincelle éternelle, ou je sais pas. Mais écoute, c'est le retour aussi d'à peu près toute l'équipe qui était là dans le tout premier numéro là, du premier album. Puis même chose du côté des méchants, on a Domina, on a, si on peut dire les méchants, mais on a aussi son neveu, là, super vilain, qu'on va dire ça comme ça. Déjà, dans des comics, quand quelqu'un a le visage tout balafré, il y a des bonnes indications que c'est un méchant. C'est pas tout à fait comme ça dans la réalité, mais c'est ça dans les comics, là, c'est un look très, très comics, et qu'on croyait mort, qu'il est de retour, bon. Et il est balafré suite justement à sa résurrection, entre guillemets, parce que au début de la série Aphra, il était normal, il s'est fait buter, et là, il revient, et puis c'est balafre. Fait que, tu sais, c'est quand même un numéro volumineux, là, fait que c'est ça, quelques allers-retours scénaristiques, comme tu as dit, un numéro qui est un peu plus flashback là, sur l'histoire, mais ça, c'est pas le premier, on a plusieurs fois dans la série Aphra, c'est ça, il y avait des flashbacks de l'époque du Spark Eternal, là, quand ça a été créé. Écoute, moi, je peux pas blâmer au niveau scénario. Dans le fond, ça suit. Par exemple, pour une fois, le fameux duel avec Vador, on peut pas reprocher
qu'elle lui tient tête, là, parce que là, c'est pas du tout le cas. Ouais, ouais. Puis en Ben, plus, un c'est petit même peu. pas Afra, c'est le Spark Eternal. Voilà. Tu te dis, elle est beaucoup plus puissante qu'avec le Spark Eternal. Et oui, bah, elle lui tient une tête un peu, mais c'est pas du niveau de Kira contre Davador qui nous avait Ouais, mais halluciné, ça, quoi. le monde en a fait toute une histoire aussi, mais au final, quand tu relis, même le duel avec Kira, ça dure, tu sais, C'est on vrai que peut c'est pas très long. s'imaginer que ça dure 30 secondes, gros maximum. Juste le temps que Vador se demande, mais pourquoi elle m'affronte? Bon. Mhm. Là, comme tu dis, avec un espèce de force-push qu'on avait vu dans Eden Empire, là, on l'a d'un autre point de vue, puis comme tu dis, les événements sont beaucoup plus épiques. Fait que moi, c'est pour ça que quand on avait critiqué celui d'Eden Empire, j'étais moins sévère quand même, parce que c'est ça, tu sais, quand tu as vu les événements dans Ouais. le Docteur Aphra, Voilà, c'est t'avais ça, le. t'as un peu moins l'impression que ça va beaucoup trop vite, là, tu sais. Dans Eden Empire, c'est un tout petit élément de l'intrigue en arrière-fond, puis on passe à autre chose. Ouais, ça me paraissait trop facile. Si tu lis que Hidden Empire, tu te dis, mais en fait, Vador, ouais, il règle le problème en 2-2, quoi. Mais Oui, c'est en une case. ouais, C'est alors que bon, vraiment là. voilà, techniquement, ouais, ça dure un peu plus longtemps et c'est beaucoup plus agréable dans ce tome-là, je trouve. Puis tous les événements avec la station Amaxine, là, c'est ça, là, ça fait une espèce de tempête intérieure. Ceux qui n'auraient pas suivi ou qui ne nous écoutent pas avec l'image, la station Amaxine, là, c'est ce qui avait été introduit dans la série L'Ascension de Kylo Ren, qui a été repris dans plein de séries depuis, entre autres aussi dans les romans de la Haute République, dont le premier de Claudia Gray, là, c'était Into the Dark, je pense. Ouais, c'est dans celui-là. Ouais. Fait que c'est devenu un peu une station fétiche un petit peu. Faut dire que visuellement, c'est très très cool. Là. Ouais. Une espèce Là, de biodôme flottant. Ouais, c'est très cool. Et puis, on a appris donc dans Rise of Kylo Ren que c'était la base de Snoke pendant un moment. Snoke qui a. Ouais, ben c'est ça qui s'en Qui servait peut-être pour se cacher ou peu importe. Là, mais, ou de jardinière, tu sais. C'est très, plante exotique dans cette. C'est un peu. Ouais, ben il y a peut-être un côté tactique aussi, là, c'est que ça donnait une image de positif et de vivant, tout ça avec les plantes, là, mais bref. Au-delà de ça, est-ce que tu as quelque chose à mentionner côté scénario? Moi, c'est sûr que le Spark Eternal, je commence un petit peu à en avoir mon voyage. Bon, je n'étais pas déçu qu'on passe à autre chose. Oui, voilà. Bon, il faut se dire que voilà, une fois ce tome terminé, voilà, le tome 7, ça sera sur autre chose. Donc le Aphra, si vous n'aimiez pas le Aphra possédé par le Spark Eternal, ça finit avec ce tome-là. Mais pour te répondre, moi déjà, ça sera très très subjectif, et moi j'aime beaucoup cette autrice, Alyssa Wong. Je trouve qu'elle fait un excellent travail sur son run sur Aphra, donc tu l'as dit, 40 numéros, c'est quand même pas rien. Mais voilà, je te rejoins également. Ce que tu disais en introduction. Encore une fois, la série de Dr. Aphra 2016, donc la première série par Kieron Gillen et Simon Spurrier, ben voilà, c'est Kieron Gillen et Simon Spurrier, quoi. C'est deux très très grands noms du comics. Et évidemment, la première série Aphra, elle est largement au-dessus. Ah, moi, j'avais donné Wong... la note parfaite, fait que ça donne une idée. Ah ouais, non, moi j'aime beaucoup cette deuxième série avec Alyssa Wong, donc, mais oui, ça reste. Moi je trouve que ça reste de qualité, hein. Mais c'est pas le talent d'écriture d'un Gillen ou d'un Spurrier, quoi. Donc voilà, j'aime quand même cette série, mais faut pas quand même. Puis on se rappelle aussi les couvertures de cette série Aphra-là sont largement moins bien que celles de la première série. Tu te rappelles je sais plus comment s'appelait l'artiste, là, j'ai plus son nom là. Je me souviens plus. Bonne question, faudrait ressortir. Mais oui, c'était mémorable. Là. Effectivement, c'était des œuvres d'art à chaque numéro. C'est ça. Mais concernant l'arc Spark Eternal, moi, tu vois, j'ai bien aimé tout ce qui est possession d'Aphra, tout ça. C'est quelque chose de régulièrement vu dans les œuvres de pop culture, la possession d'un héros qui est un peu plus dark, machin, et dont ses amis. Bon, c'est un peu classique et déjà vu. Mais moi, je trouve que ça relance une dynamique plutôt intéressante avec le personnage d'Aphra, là, tu vois. J'aime aussi beaucoup les personnages que Alyssa Wong a introduits dans cette série. Donc Domina Tag en premier lieu, et toute la dynastie Tag en gros, mais surtout Domina, je trouve que c'est un super perso. Et voilà, et ça c'est Wong qui l'a introduite là, très très bon. Je trouve ça super intéressant. Sana Staros, évidemment, on a pris de séries précédentes, mais moi je suis un gros fan de Sana Staros, comme beaucoup, on est beaucoup fans de Star Wars avec fans de Sana Staros. Mais il y avait Magna qui ramène aussi. Qui avait été aussi introduit dans la première série Aphra et qui est un super personnage aussi, pareil. Là, d'original, il y a aussi Kofon Farus, moi, que j'aime bien, tu vois, c'est un petit peu, ça change un petit peu d'avoir un ancien étudiant qui, lui, est branché artefact site et tout ça. Ça permet justement d'explorer, et voilà, et là, on retombe sur le côté archéologie de Aphra, c'est quand même une archéologue à la base. Là, on explore un peu leur site, encore une fois,
Je trouve ça relativement intéressant. C'est pas un truc de fou, tu vois, mais il y a des petites miettes comme ça qui sont données. Moi, j'aime bien. Ouais, moi, je trouve. On entend souvent dire qu'Afra, c'est une série qui fait pas trop Star Wars, tu vois. J'entends beaucoup ça dans les critiques, dans les forums, dans tout ça, quoi. Mais moi, je trouve que ça a toujours été ça avec Afra, que ça soit la première et la deuxième série. Alors oui, dans la série Dark Vador, elle était bien plus attachée, c'était un peu plus sérieux, on va dire. Mais dès que ça partait avec les séries Afra, c'est toujours les aventures d'un personnage un peu hors du commun, tu vois, dans le Galaxy Star Wars. Un peu Han Solo, mais encore plus what the fuck encore, tu vois, je dirais. Donc moi, j'aime bien ce ton-là, tu vois, qui est un peu à part, tu vois, de Star Wars. T'as Star Wars sérieux, Ouais, tu vois, irrévérencieux. voilà, c'est un temps particulier, tu vois. T'as Dark Vador un peu, voilà, très très sombre, t'as le Star Wars très sérieux, t'as le Bounty Hunter très action, et t'as le Afra qui est complètement what the fuck. Si t'accroches pas au délire, je comprends, mais bon, c'est pas pour toi, quoi. Moi, c'est vraiment ma came, j'adore ce truc complètement barré, quoi. Donc Wong, très bien. Les dialogues, j'aime beaucoup les dialogues que Wong écrit. Évidemment, ceux d'Afra, donc très très sassy, toujours très confiante, très arrogante et tout. Moi, j'adore ce personnage-là. Et je trouve que voilà, je sais pas si tu l'as ressenti aussi, mais comparé à la première série de 2016, dans ce tome-là et dans l'ensemble de sa série, je trouve qu'Alyssa Wong, elle apporte une touche un peu plus féminine, donc qui était évidemment absente de la première série, et qui apporte un peu de fraîcheur et de profondeur au personnage. Mais tu le mentionneras plus tard peut-être aussi, les relations entre personnages, le côté émotionnel. Je trouve qu'elle développe un peu plus Alyssa Wong que Karen Gillan. Oui, écoute, on peut en parler, effectivement, tu as raison. Moi, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai moins aimé la série de 2020 que celle de 2016. Moi, ce qui me plaisait dans le 2016, c'est justement, c'était très irrévérencieux. C'était un personnage pas nécessairement caricatural, mais effectivement qui détonnait. Mais que le reste de l'univers restait quand même sérieux. Tu sais, c'était pas le festival des conneries, c'est juste qu'elle, c'est une tout croche, une désorganisée, bon, etc., etc. Chanceuse. Oui, c'est ça, avec ses 2 droïdes assassins aussi. Puis, tu sais, tout ça, là, ça faisait vraiment un tout assez unique. Là, tu as raison, on est beaucoup plus dans le sentiment. Il y a plein de relations en parallèle. Puis en plus, moi, une des choses, tu ne l'as pas mentionné, tu as dit ces autres personnages moins intéressants. Bon, il faut mentionner qu'on a le duo aussi de Ariol et Lucky, voilà, j'ai mentionné. Qui est sans intérêt, mais qui est toujours présent, qui gobe toujours un petit peu de temps, mais qui apporte pratiquement jamais rien. Je suis désolé. Souvent, ils vont sauver le coup, mais je veux dire, ça pourrait être n'importe qui. Ils n'ont rien, là, eux, à part leur amitié, si on peut appeler ça comme ça, avec Afra. Puis même encore là, c'est vraiment une amitié à sens unique, je veux dire. Non, c'est vraiment, je sais pas quoi. J'en parle justement dans les points un peu plus négatifs de l'histoire. Puis, c'est ça, moi, je dirais, c'est que tout ça culmine en plus. Mais t'as raison. Puis, tu sais, dès le départ, il y avait un petit côté, là, c'était toute une équipe de femmes, tout à coup, là, pour un comics de personnages féminins, tout ça. Donc, disons que la commande était peu subtile, là, en 2020. Et là, ça culmine au numéro 31, là, où est-ce qu'il se passe rien. C'est un numéro, tu l'as dit, là, d'adieu, on va dire. Là, le dernier numéro du temps. Avant de passer au dernier album. Et écoute, là, c'est vraiment pas subtil. Là. Je ne sais pas si c'était la semaine spéciale, là, la journée LGBTQ 1, 2, 3, 4, 5, 6, là, peu importe les symboles que vous voulez rajouter là, pour faire plaisir à une infime minorité. Mais écoute, on a Afra Tolvan. Après ça, on a Kofan Farus qui tout à coup pas être en relation, mais là, il y a un crush avec l'autre étudiante, là, que je me souviens plus de son nom, tellement qu'elle m'a marqué. Ensuite, on a Ariol puis Lucky. Bon, eux, ils étaient déjà en couple, mais bref, c'est ça. Ça se termine eux aussi par un beau petit bisou homosexuel. Après, on a Afra et Sana. Tout ça, c'est dans le même numéro, là. Vous comprenez? C'est dans le même 20-22 pages, là, quelque chose comme ça, là, d'un numéro standard. Fait que, tu sais, t'as pas aimé? Quand on vous dit qu'il se passe rien, c'est vraiment ça. Là. Et c'est zéro subtil. Donc, écoute, tant mieux si le but était de passer un message. Ben, félicitations, ton message est passé. Est-ce qu'on pourrait reprendre une aventure Star Wars maintenant, s'il vous plaît? Et bon, on peut dire que oui, parce que comme je disais, les deux pages intéressantes de ce numéro-là, c'est les 2 dernières. Où est-ce que Afra va retrouver et kidnapper Luke Skywalker? Pour la 2, ou même, il me semble, je pense qu'il y avait une autre fois que j'ai oublié. Fait que c'est au moins la 2e, peut-être la 3e fois qu'elle kidnappe Luke Skywalker. Ah, mais c'est j'adore. Écoute, là, on retrouve la Afra comme je l'aimais.
Tu comprends? La Afra malhonnête, toujours, mais tu sais, qui a un bon côté, là, tu sais, elle va pas le torturer, là, Luke, mais c'est ça. Tu sais, au lieu d'aller juste le rencontrer puis lui demander, ben c'est ça, elle l'endort avec du gaz puis elle le kidnappe. Ça, c'est du docteur Afra tout craché. J'adore. Fait que c'est ça. Fait que, écoute, c'est sûr que pour une espèce de conclusion à toute l'histoire de ces autres personnages-là, ben finir au volume 6, ou tu sais, finir au 31, alors qu'il en reste 8 après, là, 8-9? Ouais, ce sera un tome entier, un gros tome le dernier, là. Ouais, c'est ça aussi, j'ai trouvé ça un petit peu étrange, là. C'est comme si c'était là que c'était censé se finir, puis qu'ils ont décidé, finalement, on va étirer ça, là. Ben non, parce qu'il y a le fameux Dark Droid, là, qui est lié un peu à Afra, on verra ça. Oui, mais je veux dire, dans l'intrigue, tu sais, de la série depuis 2020, c'est comme si là, on venait fermer toutes les portes. Puis bon, après, t'as raison, là, il y a les conséquences. Dark Droid, c'est comme les conséquences du Spark Eternal. En tout cas. Mais tu l'as pas mentionné tantôt. C'est sûr que là, on est rendu à 31 numéros là, avec cet album-là. Mais bon, les gens ont trouvé qu'on se répète, c'était la même chose dans Bounty Hunters, mais il faut avouer que les événements, justement, sont venus bouffer beaucoup d'espace. C'est ça. Puis c'est le cas aussi dans la série Afra, là. Entre Crimson's Down, tu sais, puis les allers-retours sur le vaisseau, là, je me souviens plus comment il s'appelait, là, le vaisseau de Kira, le vaisseau amiral, là. Dans la guerre des chasseurs de primes, tu sais, elle était là aux enchères. En tout cas, c'est ça, là. Fait que c'est sûr que là aussi, c'est peut-être une intrigue, tu sais, une histoire qu'Alyssa Wong aurait pu résumer ou avait prévu de faire en, je sais pas, là, 20 numéros. Oui. Carrément. Je pense que c'est vraiment ça. C'est venu s'étirer, là. Ouais, parce que quand tu y penses à un numéro par semaine, là, comme on disait, là, ça a commencé, je pense, à l'hiver 2020. Ouais, ça date. Je sais pas si vous avez réalisé. On est en 2024, là. Fait que c'est des histoires qui, c'est ça, tournent un petit peu en rond, puis bon. Mais pour bondir un petit peu sur ce que tu dis, là, non, mais c'est vrai, non, mais exactement pareil. Hein. Tu vois, Nakanolash, l'arc Nakanolash de Bounty Hunters, c'est un petit peu l'arc Dominatag de Afra. C'est un arc en 4 tomes, c'est plié, quoi. Et là, c'est une série en 4 tomes, c'est plié. Et là, c'est les events qui ont rallongé le truc, quoi. Non, j'aimerais bien rebondir sur 2 trucs que tu as dit, là, parce qu'en fait, je suis d'accord sur un truc et pas sur l'autre du tout. Excellent. Déjà, voilà. Le point faible de ce tome-là, ça reste, et c'était le point faible des tomes précédents, ça, tu l'as mentionné, donc c'est Lucky Ariol, que c'est un personnage, mais osef au complet. Ce qui est cool ici, dans ce tome-là, inutile, mais tellement, quoi. Mais ils sont même pas charismatiques, rien. Ils ont rien pour eux, rien. Et j'ai vu personne apprécier ces personnages-là. Hein. Vraiment, dites-nous dans les commentaires si vous appréciez. Moi, j'aimerais bien discuter, hein, voir un petit peu ce qu'ils apportent au truc, mais c'est nul. Et par contre, dans ce tome-là, ils sont rarement là. Donc, ils sont en background viteuf, mais il n'y a pas vraiment des passages entiers. Tu te rappelles dans les tomes précédents où tu avais des passages entiers, le moitié du numéro, c'était eux, quoi. Et l'autre moitié, c'était Afra et Sana, alors que c'était bien plus intéressant. Là, ça va, ils sont un peu moins présents, donc c'est cool. Mais voilà, ça reste pour moi le plus gros point faible, c'est d'avoir ça, quoi. Et de cette série Afra 2020, en général, hein, c'est eux, je trouve qu'ils plombent, là, tu verras pour la note, c'est à cause d'eux que la note se plombe, quoi. C'est dommage. Et par contre, moi, j'ai adoré, voilà. Là, je suis pas d'accord avec toi. J'ai adoré ce dernier numéro, là, le 31. Qui n'a pas du tout d'action. Ouais, je te jure. Ouais. Mais après, tu me connais, j'aime bien les romances et tout. Alors, je t'avoue que le baiser Lucky Ariol, comme je me fous des persos, je m'en branlais, quoi. Mais les relations entre Afra Sana, Afra Malvan, tout ça, j'adore, tu vois, un peu les dramas, tout ça. Oui, Kofran Farus, c'était un peu gratos, même si c'était un peu distillé, vite fait. Il faut que tu te mettes à écouter la télé câblée l'après-midi, là. Les soap opéras, là. Pas à ce point-là, mais tu sais, dans tout ce qui est pop culture là que je kiffe, tu vois, dès qu'il y a un petit peu de romance à l'intérieur, moi j'aime bien, tu vois, ça me fait plaisir. Tu vois, dans ce Creator, par exemple, il y a une romance, tu vois, et elle est cool, quoi. J'adore. Et même dans Star Wars, tu vois, moi les romances de Star Wars, j'adore. Alors là, c'est pas du même niveau que voilà, Padmé ou Leia, tout ça, quoi. Mais j'aime bien Afra Sana, j'aime bien Afra Malvan, voilà. Donc moi ça m'a plu. Et le fait que ce soit voilà un numéro chaque drama, quoi, un numéro drama, il n'y a pas de d'action. Que ça. Et la dernière page que tu as mise avec Afra et Sana, moi j'ai beaucoup aimé, je trouve ça très très beau. Et finir sur ça, c'est bien. Ça, effectivement, c'est très coloré, c'est très. Voilà. Mais très émotionnel, encore une fois, écriture un peu plus féminine, tout ça. Donc, moi ça m'a plu, quoi. Ça m'a plu, mais je comprends que ça ne plaise pas à tous les lecteurs, évidemment. Quoi. Donc, voilà,
C'est histoire de... Ouais, ben c'est ça, c'est que des fois, moi, quand je sens que je suis pas le public cible, j'essaie de me dire, OK, c'est qui le public cible, si je me mets dans la peau du public cible? Ben effectivement, quand je pense à celui-là, je pense pas à toi, Jean. Tu comprends? C'est pas toi que je vois comme public cible. Et pourtant, C'est plus les jeunes adolescentes. Ouais. Moi, je dirais les jeunes adolescentes, comment dire, qui se cherchent, là. Donc, c'est ça. C'est là, vrai, puis- Mais écoute, tant mieux si ça te plaît, Jean. Peut-être que c'est ça dans ton cœur, tu es une jeune adolescente qui te Mais cherche. oui, non, mais je suis grand romantique, tu vois. Donc, moi, j'adore. Tu sais, on a encore, tu sais, les fleurs, machin, voilà, Saint-Valentin. Moi, j'adore tout ça, l'histoire d'amour. Ouais, ouais. Je suis bon. Non, mais je serais pas surpris que tu aies une petite influence au niveau que ça vienne de ton amour pour les mangas aussi. J'ai trouvé Ah oui, qu'il y avait un complètement. petit numéro, Complètement. il faisait un petit peu ça. Là. Mais bon. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas mentionné, mais c'est vrai que cette série de 2000, ben, ça va joindre avec le dessin, justement. Mhm. C'est que ça fait très manga, que ça soit dans l'écriture et dans le dessin. Je sais pas si. Bon, moi, j'ai trouvé des Ouais, ouais, il y a ressemblances. Après, je sais certains pas si c'est moi numéros, qui veux les voir ou quoi, mais je trouve qu'il y a quand même une petite touche un petit peu manga. C'est pour ça que tout le monde ouais. n'accroche peut-être pas au style, quoi. Mention, avant d'attaquer les dessins, petit clin d'œil à l'équipe de Bush que j'avais célébré, j'avais beaucoup aimé leur numéro. Dans le fond, dans le premier des 4 événements, là, celui qui s'appelait La guerre des chasseurs de primes. Donc, dans les événements, en plus des 4 séries régulières puis des numéros sur l'événement, il y a aussi des one-shots. C'est juste pour vous dire à quel point il y a trop de comics qui sortent. Mais bref, il y a des one-shots. Il y en avait un sur Jabba, bon, il y en avait un sur IG-88. Il y en avait un sur Bush. Et vraiment, ça m'avait vraiment surpris parce que c'est un personnage, jusqu'à maintenant, les rares fois qu'on l'avait eu, c'était nul. C'était jamais de quoi d'épique. Et là, justement, on l'avait eu dans une grosse bataille sur le vaisseau de Dominatag. Et c'est un peu ça qu'on revit cette fois-ci. Donc, j'ai trouvé que c'était une belle surprise de ce côté-là. Même si c'est juste un clin d'œil, parce que cette fois-ci, ça dure quoi, 2 pages peut-être, là, pas plus que ça. Mais bon, c'était cool de retrouver toutes ces bouches et tout son. Je pense que c'est tout unique. Je pense qu'ils viennent tous de la même planète, un truc comme ça. Ils ont tous des casques là, un petit peu qui se ressemblent à une espèce de visière très, très fine, là, colorée. Oui, c'est le fameux costume de Leia dans l'épisode 6, quoi. Oui, c'est ça, effectivement, les gens qui ne voient pas à l'écran, là, c'est le costume que Leia va voler. Ceux qui se demanderaient comment qu'elle vole, justement, comment elle l'obtient, si on avait ça dans la série animée Force du Destin, c'est ça? Ouais, ça doit être ça, ouais. Force du Destin. Ouais. Bref, une série pour jeunes filles, là, essentiellement. Excellente. Moi, j'adore. C'est une série pour jeunes filles, Jean. C'est ça que tu allais aimer. Ouais, j'ai dû être une jeune fille dans mon ancienne vie, je sais pas. En tout cas. C'est correct. Fait que ouais, c'est ça. Moi, je salue le clin d'œil. En fait, et ce qui me désole, c'est que c'est un des rares, c'est un des one-shots que dans la version Panini, dans les 100%, ben là, c'est un one-shot qui me manque, que j'ai pas. Les one-shots de la série War of the Bounty Hunters, ils sont pas insérés nulle part pour l'instant. C'est ça, ils n'étaient pas dans le 100% de la guerre des chasseurs de primes. Ils n'étaient pas non plus dans les 100% de chaque série, mettons. Fait que bref, puis ça, on en avait parlé avec Aurélien, il nous avait confirmé que c'était un choix, là, que pour l'instant, ça y était pas. D'accord. Parce qu'en VO, ils ont mis tous les one-shots dans un tome, en fait. Ouais, ben souvent, c'est ça. Puis Panini n'a pas fait. Faut avouer que là, tu sais, entre les versions cartonnées, tout ça, ils ont déjà 3 fois dans 3, tu sais, les 100%, les événements cartonnés puis les événements en soupe. Fait que déjà, je comprends pas comment Panini fait son modèle d'affaires pour avoir 3 options différentes pour le lecteur en librairie. C'est déjà quand même. Fait que bref, ça me désole parce que c'était un des bons one-shots. Souvent, je suis le premier à fioler contre les one-shots. Non, mais en général, c'est des bons one-shots, les one-shots de War of the Bounty Hunters. Oui, c'est vrai, c'est sûr que le contexte aidait, tout ça. Puis, comme tu dis, ben, l'histoire de Dominatag, de cette famille-là, il y a un petit côté politique, mais c'est politique, industriel, économique. Là, on n'est pas. Justement, moi, je trouvais que c'était original dans du Star Wars d'avoir l'espèce d'aristocratie économique, là, financière, industrielle. Ça faisait changement, justement, là, des purs. Politique, impériale, bureaucratie, etc. Oui, parce que si j'ai bien compris, la corporation de TAG, elle bosse un petit peu pour les deux, quoi. Elle, ce qu'elle veut, c'est faire construire des vaisseaux. Elle est là pour faire de l'argent. Voilà. Donc c'est un peu ce qu'on a vu dans l'épisode 8, quoi, le fameux camp qui sert à la fois les rebelles et l'Empire. Ben là, c'est un peu ça, quoi. Ouais, ben il y avait plein de parallèles à ça, là. C'est comme Ariol puis Loki, dans le fond, ils sont justement de la planète Canto Bight, là. Canto, donc, toute cette analogie-là de la classe affaires, on va dire, là.
Excellent. Ben écoute, on passait, vu que ça fait un bout qu'on est sur l'histoire au niveau dessin. Écoute, je vais te laisser donner ton avis, puis je vais montrer à l'écran la différence quand on change de dessinateur. Là. Ah, voilà. Donc, C'est vraiment au numéro 29, là, on tombe en mode comics jeunesse. Là, oui, voilà, c'est ça. vraiment, vraiment cartoon. Là, on passe de dessin quand même un petit peu plus Marvel, on va dire, Ouais. à quelque chose qu'on voit plus chez IDW. Là, c'est flagrant. Voilà. Surtout dans les visages. Donc, deux dessinateurs. Donc, tu disais donc Mickey Jung, qui est le dessinateur un petit peu principal de la série Afra 2020, même s'il a fait que, là j'ai regardé, 33 numéros sur 42, donc il n'a pas fait les 42 numéros, contrairement à Alice Savon qui a fait les 42 numéros du scénar. 42 ou 40 que je dis 40, il me semble. 40, ouais, donc 42 c'était Bounty Hunter. En tout cas, il a fait 33 numéros, donc c'est quand même pas mal, tu vois. C'est un peu le dessinateur main de cette série-là. Et donc, c'est Natasha Bustos qui a fait le numéro 29 seulement. Hein. Et elle n'a pas trop bossé pour Star Wars. Elle a fait des variantes cover et tout. Elle a fait un peu de High Republic. En intérieur, elle a fait quoi? Elle a juste fait 2 numéros d'Afra donc, et un de Bounty Hunters. Donc, tu vois, elle n'a pas fait grand-chose. Mais elle a un CV à côté de ouf quand même. Elle a fait énormément de séries Marvel, DC, tout ça. Beaucoup de persos féminins d'ailleurs. Mais de tout, hein. Il y a même du Buffy dedans et tout. Et voilà, je suis comme toi, moi je suis un gros fan de Mi Kyun-jun, qui est c'est mon dessinateur préféré de cette série-là, donc c'est très cool qu'il soit sur 5 numéros sur 6. Mais voilà, j'adore son dynamisme, j'adore son côté un petit peu typé manga. Je trouve qu'il fait de très jolies planches. Il y a des espèces de compositions un peu sympathiques où, tu sais, quand tu as les deux teams, la team Sana et la team Domina, qui arrivent et qui se pointent. Les deux progressent dans le vaisseau. Là. Voilà, exactement. Donc ça, c'était très cool. Voilà, exactement ça. Et qui vont se rencontrer. Donc c'était sympathique, tu vois. Et puis voilà, les dessins sont pas dégueulasses, quoi. Que ce soit au niveau des visages, au niveau des vaisseaux, des droïdes, du côté d'Afra Sparks, même du côté des flashbacks avec Meryl, tout ça. Et quand tu arrives à Natasha Bustos, qui, elle, justement, s'est consacrée à ce numéro très focus. Alors c'est cool, elle s'est focus sur le flashback. Donc tu as beaucoup de flashbacks, donc heureusement. Mais malheureusement, il y a du présent et les têtes. Moi, je trouve que les têtes de Sana, Kofon Farus, Magna, tout ça, même Afra, elles lui font un nez, elle leur fait un nez, mais très jeunesse, complètement. C'est complètement ça. C'est pas moche. Hein. En fait, je ne sais pas si c'est nos attentes en fait qui gâchent notre plaisir, dans le sens où c'est un style de dessin que j'aurais pas critiqué dans un Star Wars Adventure. Exactement. Chez IDW, maintenant chez Dark Horse, qui est ciblé plus jeunesse, qui souvent c'est des petites histoires indépendantes là, qui ne se suivent pas. Alors que c'est ça, c'est peut-être juste de l'habitude. Je suis habitué avec les Marvel à, je sais pas, un niveau de dessin un petit peu moins simpliste, j'ai envie de dire. Ouais, simpliste, c'est le mot. Ouais. Parce que là, tu vois, Sana, elle est pas moche en soi, tu vois, mais Non, comparé à ce qu'on est habitué. C'est vraiment juste une question de style. Voilà. Et d'habitude aussi, on est habitué à l'autre dessinateur et l'autre sublime vraiment Sana à chaque fois. Donc ça fait bizarre. Regarde leur nez là. Et voilà, même la Spark. Et même voilà, niveau dynamisme, là, tu vois, elle a beau mettre des espèces de mouvements en arrière, un petit peu type manga, encore une fois, mais ça manque de dynamisme, de quelque chose que Mi Kyung-jung, encore une fois, là, tu vois, c'est pareil. C'est pas moche en soi, tu vois, la station est jolie, les droïdes sont sympas. Tout ce qui est vaisseau, station, droïde, tout ça, on reconnaît, c'est ça, il n'y a pas de certains défauts qu'on a déjà vus là, par le passé. C'est pas gentil, voilà, bam, ça c'est fait. Non, ça serait insultant. Ça serait... complètement. Donc un peu dommage que Jung a pas pu faire ce numéro-là, quoi, pour être vraiment plus homogène dans tout le tome. Sinon, aux couleurs, Rachel Rosenberg, écoute, il y a beaucoup de belles choses là, dans tous les numéros. Là, puis je prenais cette double page-ci en exemple là, que je monte à l'écran. Là, c'est ça, un mélange de teintes d'ambiance selon... tu as mentionné celle-là aussi du baiser tantôt avec Sana. Écoute, c'est ça, les passes sur la station à Maxine. On a plus, par exemple, le temple là, où est-ce que Afra va avec les deux droïdes. L'intérieur de la station, pas de la station, du vaisseau, l'Acquisitor, on est dans du... Tu sais, ça fait très éclairage au néon blanc. Là. Ouais, c'est très bien. Très, très clair, très bon. Fait que c'est... Non, c'est ça. Moi, chapeau pour les couleurs. Bon. Après, comme je disais, c'est ça, il y a le petit numéro en dessin plus jeunesse. Et un détail, vraiment en détail, quoi.
Le truc sympa, moi, c'est quand Afra et le Spark parlent ensemble de vive voix, en fait, bah, les phylactères est divisé en deux. Tu as une couleur avec le noir et une couleur avec le rouge. Alors oui, parce que dès que le Ouais. Spark parle, en fait, toutes les phylactères sont en rouge, évidemment. Donc ça, c'est pas nouveau, on l'a vu dans plein de comics différents. Mais là quand tu parles en même temps, voilà, c'est très con, hein, mais je trouve ça stylé. Donc tu as la case divisée en noir et rouge. Et pareil, dans le numéro 29, tu as un moment où tu as Afra et le Spark qui se parlent. Et donc on alterne, pareil, il y a une espèce d'alternance de cases plutôt Ouais. sympathique, ludique, tu vois, entre qui sont comme si c'était deux personnages qui se faisaient face à face. Donc, c'était cool. Et j'aime bien aussi, ouais, voilà, c'est à ce moment-là où tu as Triple Zero qui sort la blague. Si vous voulez, je peux vous couper en deux. C'est en mode, parce que lui, c'est un Ouais, boucher le truc. l'humour de Triple Zero, là, pour Ah ceux ouais, qui non, ne mais connaissent pas. Ouais. j'adore ce personnage, quoi. Voilà, donc c'était sympathique ça aussi, les petits détails sur des phylactères intéressants. Ouais, ben tu vois, tu le mentionnes dans le cas de Triple Zero puis BT1. Moi, je les aime beaucoup. Bon, peut-être que dans la première série de 2016, on avait fait le tour. Tu sais, à la fin, là, ils se séparaient, on va dire, là, puis t'attends. Mais d'avec Afra, je veux dire. Mais cette fois-ci, j'ai été un petit peu déçu de l'utilisation quand même. Là. Il tombe rapidement sous le contrôle du Spark, C'est vrai. donc en début d'album. Fait que au final, on n'a pas c'est ça, là, leur personnalité sociopathe et vraiment là, très champ gauche là, qu'on a d'habitude. Là. Fait que ça, peut-être une petite déception de ce côté-là. Là. Tant qu'à les revoir dans l'histoire, je sais pas, je trouve que leur rôle, à part la fameuse attaque du début, là, ça s'arrête pas mal à ça. Là. Ouais, c'est vrai, non, je suis d'accord avec toi. Mais c'est Le tellement personnage bien dans la. qui avait été recruté par Sana, là, puis vers l'équipe, là, dans le fond, c'est ça, là, qui avait été cherché en renfort. Ouais. Ah, c'est très cool de les revoir, mais effectivement, ils n'arrivent pas au niveau comment ils étaient utilisés dans la première série. Donc, ouais, Non, effectivement, c'est ça. c'est juste un petit clin d'œil, quoi. Mais bon, c'est des droïdes, et donc, comme c'est une introduction un peu à Dark Droid aussi, donc ils auront peut-être une importance plus tard, on ne sait pas. C'est vrai, c'est vrai. Excellent. Écoute, je pense que tu voulais peut-être nous toucher un mot des variantes de couverture. Ouais, les covers vite fait, parce que là on est déjà à plus d'une heure, donc voilà. Donc voilà, on pourrait parler de ça, la cover du tome. Alors, vous l'avez sûrement vu, parce que la miniature, c'est pas du tout la même que celle du tome. Ouais, Moi, non, Jean je la trouve détestait vraiment. la couverture de l'album, donc il a choisi Ouais, d'en prendre un autre. C'est bien t'aimes pas non correct, ça plus? fait de la variation. Moi, je trouve que elle est pas moche en soi, mais je trouve que le visage de Afra fait très un peu trisomique, quoi. Donc, je la trouve ratée, en fait, ratée Ouais, complètement, et non, ça, je suis d'accord. ça me Je suis rebute. d'accord. Je peux pas Alors dire que que je suis fan, en fait, d'aucun voyons, des dessinateurs de couverture dans ce cas-ci. Il y en a aucun que je me suis dit, waouh, ça, faut imprimer ça. Là. Ah, mais tu vois, celui-là, par contre, celle-là, oui, non, celle du 26, ouais, numéro 26. Voilà, Mm. elle a rien de fou, mais je sais pas, je trouve le visage, c'est souvent au niveau des visages. Moi, dès que le visage me titille un petit peu, me plaît pas trop, là, je trouve Ouais, ben moi, c'est le sympathique, style quoi. que j'aime moins. Là. Je trouve justement Ouais, qu'il y a un petit côté animé, ouais, semi-3D, là, tu sais, complètement. bon, que Ouais, ça j'aime fait moins. très série animée. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on aimerait bien avoir une série animée Afra, quoi, ça serait tellement bien. Voilà, celle-là. Alors ça, c'était mon premier choix pour la miniature, mais le leader suprême n'avait pas trop aimé. Alors, manque de bol, il y a Ariol et Lucky qui sont en fond, qui gâchent un peu tout. Mais moi, je la trouve superbe, celle-là. Ouais. Et Dany, justement, la trouvait pas ouf. Tu vois, alors comme quoi les covers, enfin les dessins en général, ça C'est peut toujours être une question de goût. toujours une question de goût. Moi, j'ai beaucoup aimé celle-là. Celle-là était pas mal, mais encore une fois, tu as vu le visage de Domina me dérangeait. Pour moi, Ouais, elle est c'était très différente de ce qu'on est habitué. voilà. Dans les intérieurs, elle a vraiment un visage plus gracieux. Là, ça fait vraiment, je sais pas, elle ressemble un peu à Galadriel, vite fait. Et donc celle de la miniature, donc du numéro 29, qui est plutôt sympa, tu vois, il n'y a rien de fou, mais cette Afra en version Dark Spark, là, c'est pas Ouais, mal. avec les deux droïdes, Enfin, les ça marche. droïdes, ouais. Très très cool. Qu'est-ce qu'on avait retenu après? Et voilà, alors ça c'était la 4e de couverture, donc avec Dark Vador en arrière et la Dark Spark Afra Mhm. avec la Null Blade. Celle-là a été retenue donc pour le dos. Alors c'est cool, mais tu ne trouves pas que Dark Vador est bizarre dans les proportions sur ce cover? Ouais, il est large un petit peu. Il est un peu large, ouais. Il est un Ouais. peu trop mangé de burger, je sais pas trop. Ah, De ben steak burger. écoute, c'est parce que c'est janvier, hein, donc après le temps des fêtes, on a trop Ah, bouffé, voilà, c'est ça. Il faut dans les qu'il parties fasse de un peu Noël. d'exercice. Et voilà. Et parmi les variantes, donc on avait quelques variantes donc qui sont, ma foi, fort sympathiques, tu vois? Il y a rien de foufou, mais moi je vais retenir, voilà, celle-là, voilà. Celle-là donc qui Ouais, fait un petit très, hommage à 77, là.
Alors alors, je connais pas trop Master of the Universe, mais ça me fait penser à Master of the Ah, Universe, je sais pas trop. aussi, ouais, ben, mais on a des classiques affiches de A New Hope, là, que Ah Luke, oui! justement, est dans cette position-là, là. C'est vrai, avec, Leia sur le Avec côté, c'est vrai. Leia à côté, puis Ouais. ouais. Ouais, ça fait un peu ça. Et là, tu vois, par contre, les visages, j'adore, tu vois. Je trouve la compo un peu chelou, tu vois, la tête C'est de très Fofo travaillé. Farus, Ouais. très bizarre, mais les visages, la Domina, elle est magnifique, Afra, elle est Ouais. superbe, Sana Mais aussi. je suis. T'as raison, très joli, mais je suis moins fan de quand c'est des espèces de montages comme ça, de Voilà, dimensions c'est en ça. plus différentes, puis tout ça, là, c'est Ouais. moins mon dada, Ah mais ouais, bon. carrément. Mm. Même si j'aime beaucoup les affiches de Star Wars, tu sais, qui sont venues à la prélogie, là, j'aime beaucoup ces compositions. Mais Ouais. là, celles que tu as mises avant, il y a rien, quoi. C'est juste du copier-coller, donc il y a pas de fond, rien. C'est que c'est un peu Mm. tristoun, quoi. Un petit vaisseau par-ci, des étoiles par là, ça aurait été plus sympa. Celle-là aussi est pas mal, les éclairs, ouais. Là, ça fait très, très manga aussi, hein, donc avec Fofo Ouais. Farus et Sana, c'est la variante de quelle? Je sais même plus. Tu vois, il y a même plus les numéros, c'était la variante du 26, voilà. Donc j'ai trouvé pas mal. L'avant-dernière, c'est celle-là, donc c'est celle pour la Black History Month. Avec Ah, Sana. tu parles- Voilà, alors pareil, là, je la trouve magnifique, quoi, Sana. Enfin, pareil, elle a un style un peu particulier, on va dire, elle ressemble pas tellement à ce qu'on a vu dans les... Mais bon, j'aime bien Ouais. le style. Et ma préférée, Donc, voilà, ma préférée. elle a un style facilement, je veux dire, même en noir et blanc, on reconnaît tout de suite le personnage entre, Ouais, tu sais, parce que la couleur de peau, bon, c'est une chose, mais c'est juste le visage. c'est les Mais cheveux, c'est sa coupe de cheveux, son ouais. bodysuit, là, qui fait très, peut-être pas latex, là, faut peut-être pas Mhm. exagérer, mais en tout cas, des fois, disons qu'il a l'air assez luisant et Très assez moulant. moulant. Son espèce de foulard et jupe, là, qui est un peu des motifs familiaux, hein, dans la Ouais, série Sanastaros, on s'est aperçu que le reste de sa famille aussi est un peu dans ces teintes-là et motifs-là. ouais, Fait que c'est vraiment un personnage, c'est ça, là, que même la silhouette, juste la silhouette, on la reconnaît tout de suite. Je sais ouais. pas si tu te souviens, dans les variantes de Sanastaros, il y en avait une, justement, là, ou une des couvertures officielles, je me souviens plus, mais que c'était juste sa silhouette. Écoute, Ouais, c'est super. c'est ça, ça parle en soi. Fait que c'est quand même, euh, je me souviens plus à quel dessinateur on doit le personnage. Parce que c'est ça, c'était dans la première série Star Wars. Fait que Ah, il y avait qui? Il y avait du La Rocca, si je me rappelle bien. Je sais pas si... ouais, hein, c'était la Roca, la première Star Wars, ou Ouais. c'était Vader? Je me souviens Ah, plus, la Roca, était sur laquelle des deux. Je pense que c'était sur La, Star Wars. La Roca était sur Star Wars, mais Star Wars c'était compliqué. Il y avait énormément, on le verra pour le tome 6, Ouais, pareil pour la deuxième série, mais il y a énormément de dessinateurs sur Star Wars. C'est compliqué ouais. d'avoir un main. Mais je crois que c'est peut-être La Roca qui a créé. Parce qu'elle est Mais arrivée dans quel Sana, numéro? C'est très vendeur. Ça Ouais, fait pas ouais. de doute, là. Hmm. Une série Sana Afra animée, ou même. Alors, live action, qui sait, bon, ça j'en doute, mais rien Je qu'animé, ouais. préférerais la live action. Je sais Ouais, que, par exemple, Loïc a souvent critiqué, qui est dans ses critiques des Docteurs Afra, il disait que c'était, tu sais, les révérences puis tout ça, c'était trop caricatural pour que lui se le figure en film. J'ai l'impression que c'est juste une question de... parce que, tu sais, c'est pas si éloigné de Han Solo, là. c'est vrai. Souvent, là. Puis justement, je pense qu'Han Solo, le début, le première version avec, par Phil Lord, là, puis Miller, avant que Ron Howard reprenne le flambeau, c'était parti très, très déjanté, très, très comédie. Bon, comme les autres films de Lord et Miller. Ouais, Mais au final, moi, c'est ça que je verrais pour Afra. C'est vraiment un film un carrément. peu, là. Mais ouais, j'aurais adoré, tu sais, on a eu Black Chrysanthemum, là, Christian Lenoir, Oui, qui sort dans le aussi livre de de Boba Afra. Fett. Mhm. En version réelle, c'est un personnage qui est originaire de la série Afra. Ouais. Fait que moi, j'aurais adoré qu'on ait juste une petite apparition d'Afra dans une cantina, ou Ah tu sais, ouais, oh, mais juste un petit juste caméo une là, mais. réplique ou Oh, deux, un épisode, tu sais, dans ouais, un épisode, je sais pas, du Mando ou peu importe. ouais, c'est top, Je hein. sais que GF me fusillerait du regard en entendant ça, Ah, mais ouais, moi, je ouais. trouve que c'est un personnage qui a sa place dans l'univers Star Wars, Mhm. mais peut-être pas, justement, là, un film que sur elle, ou en tout cas, c'est ça, plus à Non, non, petite c'est pas. dose. Ouais. Ouais. Et par contre, ouais, tu mentionnes Loïc, coucou Loïc, mais il faut le rappeler que les tomes 1 et 2, c'est vrai qu'il est très critique sur la première série Afra. Par contre, les tomes 1 et 2 de la deuxième série qu'il avait critiqué, il avait beaucoup aimé, quoi. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si ça a continué pour les tomes suivants, mais il Mm. a bien aimé cette série. Puis dernière, écoute, évidemment, je me doute que tu as bien aimé la couverture Oh, variante de Peach Momoko. On ouais. retenait tout de suite le style, hein. Le style, voilà, le style un petit peu typé manga, avec, ben là, c'est Dominatag qu'elle a mis en valeur, et moi, je la trouve magnifique. J'aimerais trop qu'ils fassent, mais je pense qu'ils vont la faire parce que je crois ça se fait beaucoup ça en VO.
tu as des compilations de couvertures en même auteur, en fait. Et Ah oui? une Star Wars Special Peach Momoko, surtout Peach Momoko encore, elle monte tellement là, mais dans le game comics, que j'aimerais trop voir une compilation de toutes ces couvertures, voilà, juste c'est covers très de artistique, Peach. c'est très joli. Là. Ah, c'est super. En fait, c'est typiquement pour voir ce type de choses-là que les gens regardent Vision. Donc, la série animée là, Star Wars Vision. Ah ouais. C'est pour avoir comment dire, quelque chose qui fait très différent. Comme ça. Moi, ça me donne, tu vois, cette couverture-là, ça me fait presque envie de rejouer à Mario Galaxy. Je sais pas pourquoi il y a une ambiance très Mario Galaxy, là, avec comment elle s'appelait, là, celle en robe bleue. Là, Harmonie, avec Harmonie. Harmonie, bon, c'est ça. Ouais. Même le nom fit là, dans le style. Ouais, carrément, elle fait un petit peu Harmonie. Carrément. Ouais. Écoute, excellent. Fait que si je te demandais, Jean, en fait, je suis très curieux de voir quelle note tu vas donner. Tu as dit que tu as beaucoup aimé, mais tu vois, tu disais qu'entre autres, Ariol puis Lucky venaient de descendre un peu la note. Ouais, bon, après, ça va pas surprendre grand monde, je pense. Moi, de toute façon, comme j'ai dit, j'avais toujours mieux noté la première série Afra 2016. Moi, quasiment tous les tomes de Afra 2016, c'est 19, entre 19 et 19,5, quoi, je crois. Okay. Pour moi, c'est vraiment un petit chef-d'œuvre dans la galaxie Star Wars, ce série de comics par Karen Gillen et Simon Spurrier. Là, cette deuxième série, elle oscille pour l'instant du tome 1 à 5 entre les 17. Les 17, c'est souvent les crossovers d'ailleurs, et les tomes où il y a beaucoup de Ariol et Lucky, justement. Mais parfois les 18 aussi, tu vois, quand les histoires sont plus indépendantes et tout. Là, les points faibles, donc voilà. Donc là, la scénariste se focus plus sur Afra. Il y a moins d'Ariol, il y a moins de Lucky. Ouais. Mais voilà, c'est vrai que cette histoire de Spark Eternal, même si j'ai bien aimé, c'était cool que ça se termine quand même, parce que ça commençait à faire un petit peu long, là, 2 tomes pour cet arc-là, quoi. Donc moi, je suis resté sur un 17/20. Ouais, tu le disais, les droïdes. Mais en fait, j'hésitais entre 17, 17,5, voire 18. Mais c'est vrai que les droïdes, la présence de droïdes, c'est quand même sympa de les avoir, mais t'as raison, en fait, leur présence est presque anecdotique, quoi. C'est ça. C'est juste un petit caméo, donc c'est pas fou. Les dessins sont très top, les couvertures sont très très belles, moi j'aime bien, sauf celle du tome, évidemment. Donc moi je conseille, quoi. Je vais m'arrêter sur un 17. Si vous êtes fan du personnage comme moi, ben évidemment, il faut y aller. Si vous n'aimez pas, n'y allez pas, quoi, mais ça a toujours été ça, Afra, de toute façon, ça reste du Star Wars, mais c'est du Star Wars différent, donc moi je recherche aussi ça dans cette saga, je ne vais pas en voir que du Star Wars, vraiment d'être sérieux, c'est Star Wars, que j'aime un peu de diversité comme ça, dans les histoires, ça me fait plaisir, et Afra, c'était un petit peu ce vent de fraîcheur dans cette galaxie, donc voilà, donc un petit 17, voilà, quoi. Et toi? Excellent. Écoute, moi, tu vois, j'y vais avec un 13. Ça revient à ce que je disais en introduction. C'est tout à fait dans les notes que j'avais données pour les autres numéros. Je pense que c'était la même note que j'avais donnée au deuxième, un peu meilleure que le premier. Puis c'est ça, là, les autres, on était basculés sur les événements. Mais, fait que c'est ça. C'est vraiment une série. Bon, là, c'est pas le dernier. On fera un bilan au prochain épisode sur Afra, mais c'est ça, qui a ses hauts et ses bas. Mais rarement tout un album au complet. Souvent, tu sais, un numéro, des originalités ici et là. Mais c'est ça, je trouve rien rien déjà comparable à la première série. Comme tu dis, de 2016. Non, reste au-dessus. Même comparé aux autres, par exemple, série ongoing, c'est ça, je dirais que dans les 4, c'est celle que j'aime le moins. Ouais, non, c'est ça, entre Bounty Hunters, Vader, puis Star Wars. Là. Je dirais que la Afra, c'est celle que j'attends le moins, que je lis parce que c'est ça qui est sorti cette semaine. Là, mais c'est l'opposé, c'est celle que j'attends le plus avec la Haute République, justement. Ah, ok, bon, tu vois. Ouais, la Haute République, je me sens un petit peu à part, là, mais ouais. Oui, les 4, c'est celle que j'attends le plus. Ouais. Mais tu vois, une question intéressante avant de conclure, parce que tu mentionnais, là, mais est-ce qu'on conseillerait aux gens de surtout pas le lire tout seul, de quand même lire les 5 autres numéros avant? Ou tu trouves que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui ne peut pas se lire tout seul. Non, c'est tellement imbriqué, c'est l'histoire du Spark Eternal. Ah ouais, non. Si t'as pas lu au moins le 5 déjà, et puis le 5 est lié au 4 et le 4 au 3. La station à Maxine, puis tout ça, là, je veux dire, si t'as pas lu les autres,
Ouais, et Domina, tout ça. Non, vaut mieux commencer par le tome 1 ou 2. Je sais que Odd de notre équipe, tu vois, avait reçu les 2 premiers tomes, je crois, à l'époque, ça remonte. Donc ouais, commencez par les premiers, si ça vous accroche, continuez, quoi. Mais non, commencez par celui-là, c'était pas une bonne idée. C'est le tome 6, quand même. C'est le tome 6. Ouais, puis côté ouverture pour le tome 7, ben, comme on disait, ça se termine sur Luc. Donc, on va retrouver un petit duo, là, on sait pas pour combien de temps, mais de Aphra et Luc. Fait que je veux dire, juste ça, c'est une ouverture positive pour moi, là, qui annonce un certain intérêt pour l'album numéro 7, là, qui va être le final. Fait que voilà. Écoute, sur ces critiques pas si mauvaises, là, surtout que d'autres personnes pourraient parler de la série Aphra de façon beaucoup plus dure que nous. Mais on a quand même pris le temps de mentionner leurs avis. Hein. C'est pas comme si on ignorait complètement toutes les critiques. Là. Non, mais je comprends les critiques, mais bon, voilà, il en faut un peu pour tout le monde, quoi. Oui, exactement. Fait que voilà, comme toujours, si vous avez des suggestions, des commentaires, venez écrire, entre autres, sur YouTube, ce que vous avez pensé de votre lecture ou de la série de façon plus large, là, en général. On est très intéressés parce qu'effectivement, les avis, c'est ça, souvent, ça va être un peu noir ou blanc, là, on aime ou on n'aime pas. Fait qu'on est très curieux d'avoir votre avis. Puis dans ce cas-ci, bon, est-ce que vous êtes plus dans mon camp que dans celui de Jean, par exemple, pour les fameuses intrigues que, à la blague, là, j'appelle pour les jeunes adolescentes qui se cherchent, là? Est-ce que c'est ça que vous cherchez dans Star Wars ou vous aimez, là, ou l'inverse? T'as pas de cœur. Francis, t'as pas de cœur. Ah, écoute, ça doit être ça. Écoute, voilà, trop dur. Évidemment, on mentionne, nous rejoindre aussi sur les autres réseaux. Facebook, Twitter, Instagram, Discord, entre autres. Là, Discord a des très intéressantes discussions ces temps-ci. Twitch aussi de temps à autre. Et évidemment, comme je mentionnais, sur YouTube, les pouces, les partages, etc., les commentaires, c'est là que ça fait le plus de différence sur les algorithmes. Donc, voilà. Côté prochaines émissions, qu'est-ce qu'on sait qui s'en vient, Jean? Alors, chez nous, déjà, on sait ce qui s'en vient, hein, parce qu'en littérature, on va finir la lignée des tomes 6 avec le Star Wars tome 6, qui sera dispo en France chez Panini en mars. Par contre, j'ai plus le mi-mars, le 15 mars, un truc comme ça. Ouais, qui était retardé, on ne sait toujours pas pourquoi. On ne s'est pas donné la peine d'écrire à Aurélien non plus, là, mais bref, qui était censé sortir en décembre, puis qui était retardé à mars. Bon, voilà. Donc là, ça sera la prochaine comics. Et après, donc, il y a le prochain roman qui sort, Defy the Storm. Qui sort en mars, donc ça sera la prochaine mission en roman. Je ne sais pas si Juliane sera parmi nous, parce que je ne pense pas que ce soit. Je ne sais pas si elle va vraiment tout lire, effectivement. Puis bon, Danny est avec nous pour le Eye of the Storm. Fait que je ne sais pas si celui-là aussi va être. Parce que tu ne l'as pas dit, mais c'est le jeune adulte. Donc, le Eye of the Storm était le roman adulte de cette vague-là. Ouais, de cette vague-là, de la troisième phase. Et là, dans le fond, Defy the Storm va être le roman jeune adulte. Sachant et Escape from Valo, le roman jeunesse, lui, est déjà sorti là, en janvier dernier. Voilà, et pour ceux qui se demandaient, notamment dans le Discord, on a eu des discussions à ce sujet, le Escape from Valo, qui est donc déjà dispo en janvier, n'est pas dispo en audiobook avant mars. Du coup, nous, on attend la version audiobook et on fera une mini-review en WhatsApp, peut-être dans l'émission Defy the Storm, ou peut-être plus tard, on ne sait pas, en fonction de comment on sera à niveau lecture. Quoi. Donc, ouais, exact, parce que là, c'est en plus, on chroniquait, on faisait un épisode de Star Wars en direct sur chaque roman jeunesse. Là. Bon, ça commencerait. Déjà qu'avec les littératures, ça en fait déjà. Les comics, ça en fait déjà beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, là, comics roman. Et en notre émission Star Wars, autre que littérature, quand même, parce qu'il en faut, il y aura les critiques toujours de Bad Batch qui continuent. Alors, ça sera par arc, ça sera des critiques par arc. Donc, n'attendez pas des critiques épisode par épisode. Mais voilà, donc il faut s'attendre à ça dans les prochaines semaines. Excellent. Écoute, voilà, de la part de toute l'équipe, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, et que la force soit avec vous. Ciao. Star Wars en direct remercie ses partenaires, Mint in Box, Planète Star Wars Universe, le groupe Star Wars Geeks Québec, la boutique Kaya et la convention Génération Star Wars et Science-Fiction.